Voilà, chacun va reprendre tranquillement sa place. François Fillon, comme vous avez pu le remarquer, vient d'arriver. Et nous allons donc aborder la dernière phase de ces entretiens de Royaumont avec les conclusions et les éclairages d'abord de Jérôme Chartier, ensuite de Henri de Castres, et puis François Fillon viendra conclure ces entretiens de Royaumont. Jérôme Chartier, j'ai envie de vous donner la parole tout de suite pour savoir ce que vous avez retenu de ces 2 jours de débat très personnels, comme on a pu le voir à l'instant, avec plein d'élan passionnés. Merci Perrine. Mes chers amis, je veux tout d'abord vous dire le plaisir qui fut le mien d'organiser ces 9e entretiens de Royaumont avec toute l'équipe avec laquelle nous l'avons préparé et organisé. Je ne pourrais pas citer tout le monde, comme on dit toujours, puisque j'en oublierai la moitié, mais c'est vrai que et Pierre-Antoine Gailly, et Vincent Montagne, et Jean-Luc de Cornoy, et Henri de Castres apportent chaque année une contribution essentielle à l'organisation et à la qualité de ces entretiens. Ce fut 2 jours très riches d'enseignements, riches d'exemples, riches d'analyses. Et voici en quelques mots ce que j'en tire. Mes chers amis, sommes-nous en train de vivre une révolte ou une révolution? Cet échange fameux du soir de la prise de la Bastille entre un Louis XVI désemparé et le visionnaire duc de Liancourt s'appliquerait, je crois, à nos jours, tant les bouleversements mondiaux sont importants et remettent tout en cause. Et dans ce tout, il y a d'abord le processus même de la création de valeur dans la société occidentale. Si nous avions été plus ambitieux aux entretiens de Royaumont, nous aurions sans doute proposé de réinventer l'économie. Mais malgré tout, nous ne manquons pas d'ambition et c'est pourquoi nous voulons réinventer le travail. Comme dit la formule, tout un programme. Mais en même temps, comme il est temps de lancer une réflexion sur l'adaptation de notre modèle de travail afin de permettre à la France de surmonter la mutation économique mondiale que nous connaissons en ce moment. Le monde change. L'accélération des échanges commerciaux a entraîné des évolutions rapides pour les entreprises comme pour les travailleurs. Ils sont tous deux confrontés à une concurrence toujours plus forte, toujours moins chère et toujours plus inégale. Les lieux de production se déplacent de plus en plus de l'Occident vers le Sud ou vers l'Orient. Les hiérarchies des puissances économiques mondiales sont bouleversées. L'Inde est devenue un géant des technologies de l'information et maintenant aussi la Chine. Bref, les images tombent. La Chine ne fabrique plus des t-shirts, mais des avions. Et elle confie sa propre sous-traitance à de nouveaux pays qui deviendront à leur tour pays émergents. Un nouveau cycle économique est en route pour faire grandir ceux qui seront les BRICS de demain. Alors je dis que le véritable défi qui est posé aux dirigeants français, à nous, n'est pas d'imaginer les voies d'une simple sortie de crise, mais plutôt d'adapter notre pays à un changement radical. Un changement radical de paradigme économique, un changement radical de paradigme social, un changement pour permettre l'émergence d'une 4e révolution industrielle et technologique. À la lumière de l'histoire, à 3 reprises, la France a manqué les rendez-vous de la modernité, et alors que le monde changeait, en réalité plus vite qu'elle. La première fois, c'était au début du XIXe siècle. Les virages de l'évolution n'ont pas été négociés, et la 2e révolution industrielle a commencé en France 50 ans seulement après le Royaume-Uni. La 2e fois, c'est en 1870, et là, c'est notre retard en matière d'éducation et de recherche qui a laissé la France se faire surclasser par l'Allemagne. Et la 3e fois, c'était au cœur des années 30, lorsque la France, frileuse et conservatrice, retranchée derrière sa ligne Maginot, préparait surtout la guerre d'avant, alors même qu'un homme se levait pour lui dire de préparer la guerre d'après, et cet homme, c'était le général de Gaulle. En mémoire de ces 3 échecs qui rappellent que rien n'est jamais écrit, ni le déclin, ni le succès, il est temps, je vous le dis, de livrer la 3e guerre mondiale. Elle n'est pas militaire, mais elle est économique. Elle ne concerne pas la finance, mais elle est celle du travail. D'emblée, je le dis pour que tout soit clair, nous avons les moyens de livrer cette bataille. Par exemple, je suis incapable de comptabiliser, tant ils sont nombreux, tous les atouts de la France, que ce soit son potentiel industriel, son savoir-faire humain, ou sa capacité permanente à s'adapter et à se renouveler. On fustige toujours la faiblesse du nombre de nos entreprises dites de taille intermédiaire, mais on oublie
La richesse et la réactivité de nos très petites entreprises qui savent transformer en fer de lance l'invention et l'innovation. C'est pourquoi, puisque le petit est vraiment bien magnifique, comme disent les Américains, sous le contrôle de Marie-Christine Coine, « Small is beautiful », nous aurions dû en tirer les leçons pour, autre exemple, adapter notre système d'aide à l'exportation en fonction de ce qui existe, plutôt que de contraindre par tous les moyens nos entreprises à grandir, ce qu'elles ne font pas en réalité pour de multiples raisons. Cela crée, au fond, une situation inadaptée et inefficiente. D'un côté, l'État aide des entreprises de grande taille qui n'en ont pas forcément besoin, et de l'autre, l'État apporte de mauvaises réponses à de très petites entreprises qui pourraient exporter et qui ne savent pas comment faire. Inventer, produire, exporter. Cela reste définitivement les 3 défis de la France, les 3 défis à relever. Mais au-delà, nous devons absolument renouer avec une notion qui, il y a 20 ans, paraissait bien désuète, mais dont je sens qu'elle a acquis aujourd'hui une vigueur nouvelle. Il s'agit du patriotisme économique. Voilà notre deuxième combat à mener. Chacun ses moyens, je vous le dis. Jamais vous ne me verrez en marinière, avec un robot mixeur à la main, ou alors ce sera seulement pour vous faire sourire. Mais lorsque je pense à l'anecdote contée hier par Philippe Varin, le PDG de PSA Peugeot Citroën, sur l'attitude du peuple chinois, qui aujourd'hui ferment chacun leurs portes aux voitures japonaises au nom de la lutte que les 2 pays se livrent pour quelques îles symboliques en mer de Chine orientale, je me dis que le patriotisme chinois pourrait inspirer le patriotisme français. Avec cette attitude, le Made in France représenterait 80% des achats de consommation courante des Français, et le déséquilibre de notre balance commerciale ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Prendre conscience qu'acheter français aide le travail en France, voilà une éducation prioritaire qui pourrait et devrait figurer en tête de nos politiques publiques. Et aux déclinologues qui s'enrichissent en faisant renoncer à toute évolution des comportements au nom de « à quoi bon ?» Je leur dis qu'en 10 ans, nous avons tous collectivement été capables de réduire notre vitesse sur la route et d'économiser ainsi 4000 vies sauvées. Voici la preuve que lorsque la volonté politique existe, Monsieur le Premier ministre, et qu'elle est légitime, les Français sont en mesure, sinon de l'approuver, du moins de l'adopter. Je crois que l'avenir de la France est à ce prix, au prix d'un patriotisme qui marque l'engagement des Françaises et des Français pour leur pays, au prix d'un patriotisme qui signifie une prise de conscience que ce qu'ils protègent, c'est le travail de leurs enfants et de leurs petits-enfants, au prix d'un patriotisme qui assure au fond le devenir d'un modèle qu'ils ont tant chéri et qu'ils ont tellement cherché à protéger. Le troisième défi qu'il nous faudra relever sera de reconsidérer en profondeur notre vision du travail. Et j'écoutais Michel Sapin, ministre du Travail, qui introduisait les entretiens de Royaumont hier, et j'ai reconnu, je le dis, dans son propos, une vision très marxienne du travail que je ne partage pas. Je ne la partage pas parce que je ne crois pas que le travail avilisse l'individu, qu'il le dégrade ou qu'il le détruise. J'ai d'ailleurs reconnu dans cette vision l'entreprise de sape idéologique accomplie par nombre d'intellectuels de la gauche à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, alors même que le régime de Vichy, par sa devise « Travail, famille, patrie », avait tout simplement politisé cette notion du travail qui en réalité n'a rien de politique. Car le travail n'a rien à voir avec la politique, c'est un fait social. C'est une donnée qui existe, que l'on constate, qu'on mesure. Ce n'est pas un enjeu idéologique, ni une arme dans l'affrontement droite-gauche, mais c'est une notion composée de valeurs cruciales pour une nation qui associe une fonction économique, sociale, identitaire, psychologique et morale. D'abord, le travail sociabilise. Il relie les hommes entre eux par le travail. Chaque individu acquiert un statut social et s'intègre à la société en participant à la création collective de richesses. Il permet l'apprentissage de la vie en société, inculque normes et valeurs telles que la collaboration, la coopération, le respect, des horaires notamment, la hiérarchie aussi, et la solidarité. Parce qu'il permet l'insertion des travailleurs dans un système de protection sociale, on l'oublie souvent, il leur permet à ces travailleurs également de se sentir reliés les uns aux autres par ce système collectif de redistribution. Le travail, c'est aussi une source d'identité personnelle. Il permet à chacun de se construire son identité en faisant la preuve de son utilité sociale et en gagnant la reconnaissance d'autrui. Le travail rend aussi indépendant. Il donne à chacun les moyens d'une autonomie qui n'est pas seulement financière mais aussi morale. C'est le cas en premier lieu pour les femmes. Historiquement, leur intégration au monde du travail a favorisé leur reconnaissance sociale et leur autonomie financière, en particulier par rapport à leur mari. Enfin, le travail a une fonction morale. Il éduque, il enseigne la modestie et la patience. Travailler, c'est apprendre à surmonter les obstacles,
à remettre le métier sur l'ouvrage, à persévérer malgré un échec, à trouver des solutions nouvelles, à surmonter les contraintes du réel. On l'a vu tout au long de ces 2 jours, le travail est perçu par tant d'individus comme enrichissant, plaisant, indispensable, mais j'ai l'impression que parfois en France, on l'a tout simplement oublié. Alors pour la France, je vous le dis, réinventons le travail. Affirmons sans complexe que le travail n'est pas un moyen d'exploitation, qu'il n'est pas cet ennemi à battre, qu'il n'est pas celui dont le progrès aura la peau le jour d'un retour hypothétique du Tour des cerises. Redonnons au travail sa fonction d'épanouissement. Parvenons à convaincre à nouveau les Français qu'il est le seul moyen de découvrir et d'apprendre, qu'il est un moyen de réalisation personnelle, un moyen d'équilibre individuel et d'ascension sociale, un facteur de reconnaissance et de sociabilité, un élément indispensable au lien entre toutes les générations. Voilà la tâche qui nous attend, voilà celle qui m'attend, elle est exaltante. Mais cela suppose néanmoins de remplir certaines conditions au préalable. Et tout d'abord, la condition essentielle du sens donné au travail. J'entends beaucoup parler de cette fameuse génération Y qui ne travaillerait qu'en fonction du plaisir qu'elle pourrait en retirer. Mais je crois surtout qu'elle est en quête de sens dans la fonction qu'on lui demande de remplir. Et on peut la comprendre. Personne n'a envie de limiter son utilité à l'enrichissement d'un actionnaire lointain, à peine identifié sur les marchés financiers. Mais chacun est heureux de participer à l'aventure d'un projet d'entreprise, d'un projet collectif, au sein duquel il accomplit sa mission avec fierté, avec devoir et avec reconnaissance de son travail. La deuxième condition, la transformation indispensable de notre éducation nationale. Elle ne peut plus se limiter à un centre de savoir, mais elle doit davantage y associer un centre de savoir-faire adapté aux métiers de la France d'aujourd'hui comme de demain. Je refuse d'entrer dans les habituels lieux communs qui voudraient montrer un soi-disant mammouth déconnecté du monde réel, car je ne crois pas que cela reflète la réalité. En revanche, on ne peut continuer à admettre l'inscription de bataillons d'étudiants dans des formations aux débouchés beaucoup trop restreints, au risque d'accepter l'inacceptable, accepter la déception annoncée d'avance face à l'absence de débouchés professionnels, accepter le douloureux sentiment de déqualification lorsque on trouve un emploi qui n'a rien à voir avec sa qualification d'origine et son niveau attendu. La troisième condition, enfin, c'est d'accepter de protéger nos forces plutôt que de penser qu'à les partager pour conquérir des marchés. Je pense bien sûr à notre capacité d'invention, à notre capacité d'innovation, qui ont permis et permettent encore à la France de maintenir une avancée technologique qui reste importante, même si elle se réduit. Nous avons sans doute, par le passé, péché par excès de générosité, en acceptant tantôt de partager nos découvertes, tantôt de mal les protéger, tantôt de les laisser exploiter à l'étranger, faute d'avoir su adapter notre modèle entrepreneurial. Quand je pense à ce grand chercheur qui a dû s'exiler aux États-Unis parce qu'il n'avait plus le droit, du fait de son âge, de travailler en France, je continue à être furieux contre mon pays qui n'a pas su faire évoluer de telles lois qui conduisent non pas à donner le travail à d'autres, mais simplement à faire fuir la valeur ajoutée à l'étranger. Car la richesse d'un pays, ce ne sont pas des personnes qui payent des impôts, ce sont d'abord des personnes qui inventent, qui innovent et qui entreprennent. C'est notre trésor. C'est un trésor à développer, à protéger, à conserver. Et lui seul, je vous le dis, lui seul est en mesure de nous permettre d'emporter la bataille mondiale du travail. Georges Pompidou l'écrivait en 1970 dans son introduction au 6e plan. La France ne peut pas se résigner à la médiocrité. Il donnait un avertissement que beaucoup ont désormais oublié. Certes, les moyens de notre pays sont hors de proportion avec ceux de quelques grandes puissances. Mais notre richesse intellectuelle et culturelle, le rôle du français comme langue de civilisation, la résonance qu'ont dans le monde les idées françaises, depuis l'égalité des droits de l'homme jusqu'au refus du recours aux armes pour la solution du conflit, donnent à notre pays une situation morale et donc une situation politique exceptionnelle. Mais l'histoire et l'expérience rappellent qu'il n'est pas de prestige intellectuel, moral ou politique qui survive à la décadence économique. Alors il est temps d'agir, il est temps d'agir. Entre la stagnation, sans douleur mais mortelle à terme rapproché, et le mouvement, générateur de frustration mais garant d'un avenir de prospérité et de grandeur, je choisis le mouvement. La France doit retrouver sa puissance économique, sa puissance tout court, et dans ce but, il importe d'aller vite, d'aller loin, d'aller aussi vite et aussi loin que possible.
Merci Jérôme Chartier. Je crois qu'on a envie de vous remercier et de vous applaudir une nouvelle fois pour ces 2 jours d'entretien formidables autour du travail. Avant d'écouter les conclusions de François Fillon qui nous a rejoints, on va entendre un nouvel éclairage, celui d'Henri de Castres, le patron d'AXA, qui nous a livré tout à l'heure sa vision très personnelle de son travail à lui. Je pense que maintenant vous avez envie de vous exprimer de façon plus large sur le travail en France. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, rebonjour à tous. Il n'est évidemment pas facile d'être le sandwich entre Jérôme Chartier d'un côté, François Fillon de l'autre, surtout quand on n'est pas un homme politique, mais un chef d'entreprise. Ce que je voudrais vous livrer en conclusion et rapidement, c'est la vision des chefs d'entreprise comme moi qui, au quotidien, essayent de diriger des équipes dans une très grande diversité culturelle et dans un monde qui change très vite, ont de cette fameuse notion de travail. Et je crois que pour ça, il faut ne pas hésiter à revenir à un certain nombre d'idées simples, ne pas hésiter de temps en temps à faire appel à l'histoire et ne pas hésiter à faire appel à quelques notions très simples d'économie. Le travail, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est d'abord, dans ce monde, ce qui distingue l'homme de l'ensemble des autres créatures. Et pourquoi ? Parce que le travail le distingue dans 2 choses qui sont fondamentales, qui sont le travail d'imagination, le travail d'invention, et dans une deuxième chose qui est le travail de création. L'homme est finalement le seul être vivant qui imagine à ce niveau de développement et qui a la capacité de créer, construire, transmettre. Je pense que c'est quelque chose d'important qui me conduit personnellement, et on peut être en désaccord, à considérer que le travail n'est pas aliénant, mais que le travail est libérateur. Et la vision qu'il faut en avoir, c'est que le travail est libérateur si l'on accepte le risque et le progrès. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est une question que de nombreuses générations se sont posées avant nous. Certains d'entre vous l'ont rappelé tout à l'heure, les écrits ne manquent pas dans lesquels les contemporains de l'époque pensaient être menacés par l'ouverture du monde, par l'innovation technologique, par la transformation des processus industriels. À la vérité, ça commence dès le moment où l'homme s'est écarté du travail qui était le travail de subsistance et où il a commencé à pratiquer l'échange. L'échange qui est le rapport à l'autre, qui est à la fois extrêmement fructifiant, mais qui peut aussi, dans un certain nombre de cas, être perçu comme une menace. Et regardez ce qu'ont été les différentes révolutions industrielles. On peut remonter bien avant le 19e siècle. Le premier moment où le travail humain a vraiment commencé à se développer de façon productive, c'est quand la mesure a été inventée. L'invention de la clepsydre, de l'horloge à eau, et ce qui a permis, parce qu'on pouvait dès lors commencer à mesurer, de faire augmenter la productivité et de rendre le travail mieux organisé. La deuxième révolution fondamentale, ce n'est pas la révolution industrielle du 19e, ça a été l'invention de la lunette aux alentours du XIIIe siècle, parce que l'invention de la lunette, elle a permis de doubler la productivité au travail. Parce que les gens devenaient myopes à, 35 ou 40 ans, ils avaient une durée de vie assez limitée. Les ouvriers qualifiés qui étaient au sommet de leur savoir perdaient leur capacité à travailler. Cette invention, qui a dû être vécue comme un peu menaçante par un certain nombre d'entre eux, qui rêvaient de prendre des places, etc., en fait, elle a été une formidable libération. On pourrait continuer. Il y a un exemple qui me semble particulièrement intéressant pour nous aujourd'hui dans ce lieu, qui est celui de la Renaissance. Parce que, et je crois que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé à Royaumont, mais nous vivons pour moi aujourd'hui une seconde renaissance. Pourquoi ? Parce qu'Internet, c'est la même chose que l'invention de l'imprimerie, qui s'est passée dans les années 1460, parce que l'émergence des nouveaux pays, c'est la même chose que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et parce que la chute du rideau de fer, c'est la même chose que la chute du royaume mort de Grenade, la même année que l'Amérique était inventée. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Un nouveau processus technologique qui était l'imprimerie a mis le savoir dans un nombre de mains considérablement accru à des coûts considérablement réduits. Ça a changé les rapports de force, ça a changé les rapports des individus et des organisations au monde qui les entourait. Ça a donné lieu d'ailleurs, bien sûr, à la Renaissance que nous jugeons aujourd'hui positivement, mais ça a donné lieu à des menaces fortes sur les puissances établies. L'Église s'est sentie très fortement menacée par ce qui s'est passé, par l'invention de l'imprimerie. Pourquoi ? Parce que la Bible, dans de très nombreuses mains, eh bien, ces mains ont voulu l'interpréter par elles-mêmes.
La transformation du rapport du consommateur au producteur avec Internet, c'est exactement la même chose. Ça n'est pas différent. Ça menace, entre guillemets, les rapports de force établis, mais ça n'est pas nécessairement quelque chose de destructeur, c'est quelque chose de reconstructeur. Et je crois que c'est ce qu'il faut que nous ayons en tête aujourd'hui quand nous regardons le monde qui nous entoure. Il faut, si nous voulons inventer des formes de travail modernes, que nous redéfinissions notre rapport au savoir, que nous redéfinissions notre rapport au risque, que nous redéfinissions notre rapport aux organisations. Redéfinir notre rapport au savoir. Qui peut penser aujourd'hui dans cette salle que ce que l'on apprend sur les bancs de l'école entre 5 et 20 ans ou 25 ans, quand on les prolonge, sera toujours vrai dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, et a fortiori dans 40 ou 50 ans, sachant que la génération qui naît aujourd'hui aura probablement une espérance de vie de l'ordre de la centaine d'années, et une espérance de vie de l'ordre de la centaine d'années en bonne santé. Donc tout ceci va redéfinir complètement ce qu'est l'organisation du savoir. Et ce que disait Jacques Attali tout à l'heure est extrêmement vrai. On ne peut plus avoir une vision extrêmement limitée dans le temps de ce qu'est l'acquisition de ce savoir. Nos enfants vont vivre dans un monde dans lequel ils auront besoin de rafraîchir leur savoir tous les 3, 4, 5 ans. C'est une modification de l'organisation sociale fondamentale. On ne peut pas à la fois dire que le savoir accumulé sur Internet double tous les 2 ou 3 ans, c'est l'application de la loi de Moore à ces technologies, et ensuite expliquer que l'école va tout vous apprendre pour 60 ans. Ça n'est pas possible. Redéfinissons notre rapport au savoir et nous irons beaucoup mieux. Deuxième chose, redéfinissons notre rapport au risque. Je pense qu'une des choses qui bride aujourd'hui les sociétés développées et qui est l'illustration extrême de leur frilosité, c'est ce fameux principe de précaution. Ce principe de précaution, il est en réalité quelque part la négation du risque et par conséquent la négation de la croissance et de la vie. Imaginez que la législation d'aujourd'hui ait existé quand Christophe Colomb a pris son bateau pour l'Amérique. On lui aurait probablement interdit de quitter le port, il ne savait pas où il allait, il ne savait pas pour combien de temps il partait, la qualité alimentaire de ce qu'il avait dans sa cale n'était pas extraordinaire. Et en plus, il n'avait pas de carte. Vous vous rendez compte? Je veux dire, si un des marins de l'époque avait voulu déposer une plainte, le nombre de motifs qu'il avait d'envoyer Christophe Colomb en prison. Bon. Mais beaucoup plus près de ça, Pasteur. Pasteur, c'est un génie français. Si on avait appliqué le principe de précaution à Pasteur, est-ce que vous pensez qu'il aurait pris le risque de vacciner les gens qu'il a vaccinés en prenant effectivement un certain risque? Non, il n'aurait pas pu le faire. Dans les cours de management que nous donnons aux jeunes managers qui rentrent dans AXA, il y a un exercice extrêmement simple qui s'appelle l'exercice du tapis, qui est censé leur apprendre ce qu'est le rapport au risque. On les fait marcher sur un tapis qui est constitué de carrés. Certains sont électrifiés, d'autres non. Alors, ils ne reçoivent pas une décharge électrique quand ils mettent le pied sur la case, mais ça sonne et ils sont obligés de recommencer à zéro. Qu'est-ce que nous voulons leur apprendre avec ça? 2 choses. Le risque, l'expérience et le travail en équipe. Parce qu'évidemment, on les met en équipe et on leur dit « vous devez traverser le tapis le plus vite possible ». Qu'est-ce que ça apprend? Très simplement, que pour avancer, il faut faire des erreurs. Que pour avancer, il faut prendre des risques, que tous ces risques ne se terminent pas toujours bien, mais que lorsqu'on a pris un risque, eu une mauvaise expérience, on ne doit pas pour autant être privé de la possibilité de continuer ou de recommencer à marcher sur le tapis. Nous devons redéfinir notre rapport au risque, parce que si nous ne le faisons pas, nous réduirons notre taux de croissance. Si nous ne sommes pas capables, et ça n'est pas une discussion seulement franco-française, c'est une discussion que les entreprises vivent dans la dimension européenne tous les jours. Si l'Europe n'est pas capable de redéfinir en matière sociale, en matière financière, en matière d'investissement et en matière de technologie, son rapport au risque, son taux de croissance décroîtra, son chômage augmentera. Je pense qu'il faut aussi que nous revoyions notre rapport à l'organisation sociale. Et c'est à la fois une question de dialogue social et une question de dialogue intergénérationnel, parce que les sujets de travail sont au cœur de tout cela. La question du dialogue social. Quand la technologie change à la vitesse à laquelle elle change, il est normal que les communautés qui sont réunies par des processus de travail qui se ressemblent ou qui se complètent soient inquiètes sur ce que va être leur évolution. On ne peut pas faire évoluer de façon réussie les entreprises si on n'y développe pas un véritable dialogue social.
Et un véritable dialogue social, ça n'est pas quelque chose qui est encadré par des normes qui vous empêchent en permanence de bouger, c'est la recherche de ce que sont les objectifs communs. Parce qu'il n'y a pas de réussite de l'entrepreneur sans réussite de ses équipes, il n'y a pas d'évolution de l'entreprise s'il n'y a pas d'évolution de ses métiers. Si nous, AXA, qui sommes une entreprise qui, après tout, s'est pas trop mal réussi, s'est pas trop mal débrouillée sur le plan international, si nous avons réussi à le faire avec le support de nos collaborateurs dans les pays développés, alors même que nous avons créé des milliers d'emplois dans les pays émergents et sur des métiers qui étaient les métiers de gens qui travaillaient dans les pays développés avant sur ces emplois-là. C'est parce que nous avons su expliquer qu'il fallait, dans un certain nombre de cas, accepter de raisonner autrement, accepter d'organiser le travail de manière différente. Et ça, nous ne l'avons pas fait à la sauvette, nous avons essayé de le faire en communauté responsable, réunie par la même vision, la même volonté, la même vision du métier, la même vision du monde, la même volonté de servir ses clients et de faire participer l'ensemble de ces équipes à ces changements. Nous avons des accords sur la modification du travail, la modification des organisations, qui nous permettent au contraire d'aller plus vite et de façon plus solide. Je ne crois pas, personnellement, que le dialogue social soit un frein. Je crois qu'il n'est un frein que pour ceux qui ne veulent pas avancer. Quand on a envie d'avancer, on doit être capable de convaincre ses équipes de suivre sur des évolutions qui sont parfois difficiles. En ce point, je rejoins le général Gorgelin. Je pense que ce sont des sujets sur lesquels il faut parfois un peu de courage et ne pas se cacher derrière des excuses. C'est moins visible et moins clair que dans la vie militaire, mais dans la vie d'entreprise dans laquelle on est dans un combat sur les marchés au quotidien, la capacité à entraîner ces équipes est un des éléments essentiels de la réussite. Et la capacité à entraîner ces équipes, ça n'est pas de les pousser, c'est de les tirer. Pour les tirer, il faut les convaincre. Pour les convaincre, il faut leur expliquer. Le dernier élément qu'il faut redéfinir pour réinventer les formes ou inventer les formes de travail modernes, c'est le rapport intergénérationnel. Je trouve cette société franchement bien curieuse et bien frileuse. Si vous vous mettez dans la position des Persans de Montesquieu, enfin, qu'est-ce que c'est que cette société dans laquelle on dit qu'on doit tout apprendre entre 0 et 18 ou 0 et 25, travailler entre 25 et 60 ou 61 et 2 trimestres ou je ne sais quoi, et ensuite ne plus rien faire. Mais c'est se priver, c'est nier notre capacité à créer, c'est nier notre capacité à être libre, c'est nier la contribution que peuvent apporter des gens qui, certes, sont un peu plus vieux qu'avant, mais qui ont accumulé une expérience formidable et qui ont encore envie de continuer à créer. Franchement, le jour où l'homme cesse de créer, le jour où l'homme cesse d'apprendre, c'est le dernier des jours que nous avons envie de vivre, parce que c'est le jour de notre mort. Le jour où vous n'avez plus de risques, le jour où vous n'apprenez plus rien, le jour où vous ne créez plus rien, c'est le jour de votre mort. Parce qu'après, c'est à peu près clair, jusqu'à des espérances futures. Donc pourquoi vouloir cloisonner les choses? Je pense que les sociétés modernes sont celles qui sauront redéfinir le rapport entre les générations. Si vous laissez travailler les gens qui ont envie de travailler et qui ont dépassé un certain nombre de seuils qui sont aujourd'hui des seuils légaux, vous augmentez la production, vous augmentez l'échange, vous augmentez la richesse. Limitez le travail dans le calendrier, dans l'âge, limiter le travail dans le temps d'ailleurs, interdire à un certain nombre de gens de travailler le samedi et le dimanche, alors que dans un certain nombre de cas, ils pourraient travailler le samedi et le dimanche et un peu moins en semaine, c'est juste limiter nos capacités de croissance à un moment où nous n'en avons jamais eu davantage besoin. Donc le message des chefs d'entreprise aujourd'hui, il est assez simple finalement, quel que soit leur secteur. C'est si nous voulons que ce pays que nous aimons tous, et les chefs d'entreprise aiment la France. Alors je me distingue un peu de Jérôme parce que je suis un peu plus réservé que lui sur le acheton français. Je pense qu'il faut être fier de ses productions nationales, je pense qu'il y en a de remarquables, mais je pense que l'échange multiplie et enrichit, et que si la vision du échangeons, enfin achetons français et achetons français uniquement est mal comprise, je ne dis pas que tu la comprends mal, je dis qu'il y a toujours le risque qu'elle soit mal comprise. C'est la porte ouverte au protectionnisme, et le protectionnisme, c'est la réduction de la croissance, la réduction de l'enrichissement. Marie-Christine Coine disait tout à l'heure, une des grandes choses que les entreprises ont apprises en se globalisant,
c'est que la diversité est une véritable richesse, pas seulement humaine, mais aussi économique. La capacité à échanger nos savoirs nous fait tous accélérer. Et si nous ne voulons vivre que sur nos propres petits savoirs, nous n'irons pas suffisamment loin. Nous pouvons aller beaucoup plus loin en nous ouvrant au monde et en acceptant le monde tel qu'il est. C'est d'ailleurs un des problèmes de la France en réalité. C'est que nous vivons avec l'ombre portée de la grande puissance que nous avons été. La grande puissance dominante en Europe au XVIe siècle, c'était l'Espagne. La grande puissance dominante au XVIIe, c'était la France. Au XVIIIe, c'est devenu l'Angleterre. L'Angleterre, parce que c'est une nation marchande, l'Espagne, parce qu'elle est passée par une phase de très grande pauvreté, ont finalement modernisé leur rapport au monde plus rapidement que nous. Les entrepreneurs français, pas seulement le CAC 40, ont dans les 10 ou 20 dernières années plutôt rapidement modernisé leur rapport au monde. Il faut maintenant que nos institutions le fassent. Je suis persuadé qu'elles peuvent le faire, que c'est simplement une question de vision, une question de courage et une question d'organisation. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ce pays est condamné au déclin, parce que ce qui doit nous donner confiance, en un jour comme aujourd'hui, c'est que la France a, dans son histoire, montré à de très nombreuses reprises que certes, elle était capable de gâcher des succès qui étaient presque acquis, mais qu'elle est aussi capable de rebondir avec beaucoup plus de vigueur et beaucoup plus d'énergie que d'autres, de désastres que d'autres qualifieraient d'incontournables. Et des désastres, nous n'avons pas manqué d'en avoir dans notre histoire. Donc je crois simplement que c'est à nous, responsables, que nous soyons chefs d'entreprise, que nous soyons responsables syndicaux, que nous soyons responsables politiques, de mesurer ce qu'est notre responsabilité face aux générations qui nous ont précédés pour défendre notre liberté, face aux générations qui nous suivent, pour ne pas leur laisser une société totalement déstructurée. C'est à nous d'endosser cette responsabilité, de redéfinir les cadres dans lesquels nous opérons, de redéfinir notre rapport au travail, de redéfinir notre rapport au monde, et à la fin, de redéfinir notre rapport à la liberté, parce que le travail, c'est la liberté, et la liberté, c'est un des mots fondateurs de la devise de notre République. Merci.